Le 25 juillet 1996, Yan Meadows, une immigrée coréenne, se rendait au Rivergate Mall à Goodlettsville, Tennessee. Elle avait pour mission de vendre des objets faits main dans un marché aux puces. Ce jour-là, elle était accompagnée de sa fille de 3 ans, Lucy. Après avoir garé sa voiture, Yan ouvre la porte arrière pour faire sortir sa fille. Elle se dirige ensuite vers le côté passager pour récupérer des objets destinés à la vente. Mais en revenant, elle constate avec horreur que Lucy a disparu. La panique s'empare de Yan. Elle contacte immédiatement la sécurité du centre commercial et une fouille intense est lancée, tant dans le centre commercial que dans les environs. Mais malgré tous ces efforts, aucune trace de Lucy n'est retrouvée. Pendant plusieurs semaines, la police a mené des investigations. Plus de 100 témoins ont été interrogés. Des vidéos de surveillance ont été scrutées. Mais rien. La vidéo la plus proche montre Yan errant dans le parking, cherchant apparemment sa fille. Mais cela ne fournit aucun indice solide. Ce qui rend cette affaire encore plus inquiétante, c'est le comportement étrange de Yan. Dans sa déclaration initiale, elle a affirmé qu'elle avait détourné les yeux pendant seulement quelques secondes. Et c'était tout ce qu'il fallait pour que Lucy disparaisse. Cependant, après quelques semaines, Yan a changé son histoire. Elle a déclaré que la disparition avait peut-être pris de 10 à 15 minutes. Ce changement significatif a éveillé des soupçons. Le détective en charge de l'enquête a même souligné qu'ils auraient réagi différemment si Yan avait mentionné dès le départ que Lucy avait disparu pendant plusieurs minutes. Ils auraient intensifié les recherches dès le début. Les policiers ont alors commencé à s'intéresser de plus près à Yan. Elle avait été mariée à un homme nommé Tom, mais ils étaient séparés. Elle vivait désormais avec une autre femme, Tammy. Mais les choses allaient devenir encore plus compliquées lorsque la police a appris que Tammy et Yan avaient des déclarations contradictoires. Un voisin a même témoigné avoir vu Lucy, la petite fille, errer seule dehors, mal habillée pour la saison et en train de pleurer. Cela a rendu les choses encore plus suspectes. Malgré une vaste recherche dans les environs de la maison de Yan et Tammy, aucune preuve n'a été trouvée. L'affaire est alors restée sans solution pendant près de 18 ans. Puis en novembre 2004, un témoin se manifeste. Il affirme avoir vu Lucy allongée par terre chez Yan, enveloppée dans une couverture, apparemment morte depuis un jour avant sa disparition. Ce témoin, bien que non nommé, pourrait être Daniel, le fils de Tammy. Si ce témoignage est véridique, cela signifie que Lucy était probablement déjà morte avant le 25 juillet 1996. Yan aurait ensuite inventé une histoire d'enlèvement pour dissimuler la vérité. Quant à savoir qui l'a tué, était-ce Yan, Tammy ou les deux? C'est une question à laquelle nous n'avons toujours pas de réponse. Les enquêtes n'ont pas permis de découvrir la cause exacte de sa mort. L'affaire reste ouverte aujourd'hui, mais si Yan et Tammy ont réussi à dissimuler la vérité pendant plus de 28 ans, il est peu probable qu'elles avoueront un jour. Peut-être qu'un autre témoin se manifestera un jour. Qui sait? Le 23 novembre 1997, Steve et Marlene Eisenberg, un couple vivant en Floride, ont enregistré une vidéo de leur fille Sabrina. Ce fut la dernière fois qu'ils la virent avant sa disparition. La famille regardait un film Disney ce soir-là et a mis ses 3 enfants au lit. Vers minuit, Marlene va vérifier Sabrina. Mais lorsqu'elle se réveille le matin suivant, un choc la frappe. Elle remarque que la porte de la buanderie menant au garage est ouverte. En s'approchant, elle voit que la porte du garage est aussi levée. Elle se précipite dans la chambre de Sabrina et découvre avec horreur que sa fille n'est plus là. Sabrina a disparu. L'enquête démarre immédiatement et les premières découvertes sont inquiétantes. Des empreintes mystérieuses ont été trouvées près du berceau de Sabrina. Cependant, les policiers ne trouvent pas d'autres preuves permettant de retracer le kidnappeur. Au lieu de se concentrer sur la recherche extérieure, la police commence à se concentrer sur Steve et Marlene. L'idée qu'un enfant de 5 mois puisse être enlevé en pleine nuit dans une maison fermée suscite des doutes et ils deviennent les principaux suspects. Steve et Marlene sont soumis à des tests polygraphiques. Si Steve réussit, les résultats de Marlene sont peu concluants, en raison du stress intense qu'elle subit. Mais les soupçons se multiplient. La police continue de chercher des preuves pour confirmer leur culpabilité. Mais la situation prend une tournure encore plus inquiétante. Les policiers installent des dispositifs d'écoute dans leur maison. Pendant plusieurs mois, ils interceptent des conversations privées entre le couple. Selon les transcriptions, des phrases compromettantes comme « le bébé est mort et enterré » ou « c'était à cause de la cocaïne » sont relevées. Mais lorsque les enregistrements sont présentés en tribunal, le juge n'arrive pas à déchiffrer ces déclarations. L'affaire est abandonnée et Steve et Marlene gagnent un procès contre les autorités. Aujourd'hui, 27 ans plus tard, Sabrina reste introuvable. La police n'a jamais retrouvé de preuves concrètes pour identifier l'enlèvement et il est possible que le véritable coupable reste inconnu à jamais. Mais ce qui est certain, c'est que Steve et Marlene ne sont probablement pas responsables de la disparition de leur fille. Un voisin de la famille a même commenté en ligne qu'ils étaient de merveilleux parents et qu'il ne pensait pas que le couple ait pu être impliqué. Le 2 octobre 1999, vers 11h,
2h30 du matin, deux hommes pêchaient tranquillement dans un camping situé sur le Big South Trail, une zone sauvage de la forêt nationale d'Arapahoe et Roosevelt, dans le Colorado. C'est à ce moment-là qu'ils ont aperçu un très jeune garçon seul, errant dans la nature. Ils ont d'abord pensé qu'il faisait partie d'un groupe de randonneurs qui se trouvait à environ 25 à 30 mètres devant eux. L'enfant s'est ensuite précipité vers eux, sans crainte, et leur a parlé brièvement avant de disparaître à nouveau. Cet enfant s'appelait Jiren Adero, âgé de 3 ans, et ce fut la dernière fois que quelqu'un le vit. Pour comprendre comment un enfant de 3 ans a pu se retrouver dans une telle situation, il faut revenir sur la vie de son père, Alan Adero. Alan, un père célibataire divorcé, vivait avec ses 2 enfants, Jiren et Jocelyn. En octobre de cette année-là, Alan avait invité un groupe de 11 membres de l'organisation religieuse locale, le Christian Singles Network, à séjourner dans un complexe qu'il possédait avec son frère. Ce jour-là, Alan avait accepté que ses enfants participent à une excursion avec le groupe pour voir un élevage de poissons. Mais ce qui devait être une simple visite se transforma en une randonnée de 24 km sur le Big South Trail. Une randonnée qu'Alan n'avait pas autorisée et dont il n'était même pas informé. Là où les choses se compliquent encore, c'est que personne ne prit explicitement la responsabilité de Jiren et Jocelyn. Tout le monde pensait que quelqu'un d'autre s'occupait d'eux. Résultat, les enfants se retrouvaient aérés sur un sentier fréquenté par des groupes divisés. 1h30 après le début de la randonnée, Jared a été vu pour la dernière fois interagissant avec les 2 pêcheurs avant de courir vers le groupe. Et puis, il disparut. Il ne fallut que jusqu'à 12h15 pour que le groupe réalise qu'il n'avait pas vu Jiren depuis plus d'1 heure. La panique s'installa. Alan, prévenu de la disparition de son fils, partit immédiatement sur le sentier, se frappant la poitrine en criant « Ils ont perdu mon bébé ». Les recherches se sont rapidement intensifiées, mais en dépit de l'expérience des rangers locaux, l'enfant demeura introuvable. Le shérif de l'époque était convaincu que la disparition de Jiren ne durerait pas longtemps. Il pensait qu'il le retrouverait rapidement. Mais à sa grande surprise, malgré des recherches qui durèrent plus d'1 journée et impliquèrent un hélicoptère, la situation prit une tournure tragique lorsque l'hélicoptère se crasha, blessant tous ses occupants. Le 7 octobre, après 5 jours de recherches intensives, la recherche fut abandonnée, aucun indice n'avait été trouvé. Cependant, ce n'était pas la fin de l'histoire. En juin 2003, des randonneurs ont trouvé des vêtements en lambeaux et une chaussure à environ 150 mètres de l'endroit où Jiren avait été vu pour la dernière fois. Cela a lancé une nouvelle enquête et 10 jours plus tard, les chercheurs ont fait une découverte macabre, des restes humains. Les tests ADN confirmèrent que ces restes appartenaient à Jiren. Mais l'histoire de Jiren reste un mystère. Si l'on suit la théorie la plus simple, Jiren se serait perdu dans les montagnes et serait décédé à cause de l'hypothermie. Cependant, il y a un gros problème avec cette théorie. L'endroit où ces restes ont été retrouvés est extrêmement difficile d'accès, même pour un adulte. Il est presque impossible qu'un enfant de 3 ans ait pu s'y rendre seul. La théorie la plus plausible semble être que Jiren a été attaqué par un puma. Mais alors, pourquoi ne trouvons-nous ni traces de sang, ni poils d'animal? Et pourquoi les vêtements de Jiren étaient-ils retournés? Pourquoi ses baskets étaient-elles en excellent état après avoir traversé plusieurs hivers dans les montagnes? Tout cela suggère une théorie bien plus inquiétante, celle de l'enlèvement. Peut-être que Jiren a été enlevé par une autre personne, tué, puis ses restes ont été dispersés dans la montagne des années après l'incident. Malheureusement, malgré des années d'enquête, la vérité derrière la disparition de Jiren reste inconnue. Que pensez-vous de ces affaires? Avez-vous des théories ou des idées sur ce qui s'est réellement passé? Si oui, alors partagez-les nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de mystères non résolus. À la prochaine fois et restez prudents.